Alors, depuis plusieurs années, dans le cadre de ce colloque en 3 volets, comme nous l'avons dit, j'interroge le mythe de Diane Artémis. J'ai tout d'abord posé la question de sa place dans une nouvelle de Balzac, le chef-d'œuvre inconnu, en envisageant le mythe de Diane et Actéon à travers la quête de la beauté idéale au sein d'un scénario synégétique dans lequel cette recherche s'apparente à la chasse de l'image de la féminité intouchée et inviolable et dont la possession et la jouissance, par définition, demeurent impossibles. On le sait, Diane est celle qui se dérobe au désir de l'autre. Elle jouit de son être pur, vierge incontestée, elle n'est soumise à aucun homme. La fonction de ce mythe dans le récit balzacien met en garde contre la séduction de donner corps à ses pensées et à ses fantasmes, car l'élaboration de cette forme, en offrant une jouissance interdite, métamorphose dangereusement celui qui s'adonne et s'épuise dans ce fantasme. Ainsi, le mythe de Diane protège d'un monde sans bornes qui en serait un de perversion, quand le fantasme se passe du consentement de l'autre, pour reprendre Jacques-Alain Miller dans son explication du mythe. Aussi, d'avoir été dévoilée, Diane a rendu visible ce qui ne l'est pas, c'est-à-dire la loi symbolique. Donc les démembrements d'Actéon est une forme de castration. J'ai ensuite suivi les métamorphoses de ces représentations dans la peinture et la sculpture du XIXe siècle à nos jours, ce qui m'a permis de remarquer que le personnage d'Actéon, alors que ce n'était pas le cas dans les siècles précédents, avait largement la faveur dans l'art contemporain, puisqu'il est désormais représenté 3 fois plus que la déesse. En effet, aujourd'hui, les œuvres qui actualisent le mythe s'intéressent essentiellement au châtiment qu'a subi le jeune chasseur. Cet intérêt visuel pour la défiguration d'Actéon, avec une prévalence pour le dépeçage du jeune homme en cerf, a de quoi éveiller la curiosité. J'en suis arrivée à penser que cette focalisation, outre qu'elle marque encore plus intensément la déviation mythologique qui va de l'idéal espéré au déchirement, caractérise peut-être notre rapport à la transgression et à la loi. Si la défiguration d'Actéon peut renvoyer au chaotique de la vie humaine, c'est parce que ce désordre se situe entre élévation et finitude, l'en-deçà et l'au-delà se rejoignant dans la violation d'une certaine limite, voire Diane nue. Dès lors que l'objet de désir disparaît, c'est-à-dire disparaît dans l'image donc, c'est-à-dire qu'il ne vaut plus en tant que sujet à représenter, avec lui s'efface la frontière interdite. On rejoint un peu ce qui a été proposé par Yannick Hanel et dont a parlé Myriam. Orphelin de son point de mire, le jeune homme transfiguré en animal puis démembré ne vaut plus qu'en tant que reste. Actéon est déchu, tombé dans le monde du besoin qu'est celui de l'animalité, non seulement parce qu'il est devenu physiquement une bête, mais surtout parce qu'il a perdu l'accès au langage. On se souvient de ce qu'a dit la déesse avant de le métamorphoser en cerf. Je répète ce qui a été dit ce matin. Et maintenant, libre à toi d'aller raconter, si tu le peux, que tu m'as vu sans voile. Cette sortie du symbolique, c'est-à-dire du langage, est étrangement peu soulignée par nos contemporains. Pourtant, le langage sert de mur contre un réel chaotique auquel il s'agit de donner une forme. Sans lui, c'est l'informe et la dissémination qui nous menacent. L'ensauvagement du jeune homme se situe en ce point, hors langage, hors symbolique. En gommant dans les œuvres l'objet de désir interdit, Diane, c'est avec elle aussi le visage de la loi, castration symbolique nécessaire, qui est éradiqué. On peut dès lors soutenir que le corps du cerf Actéon dépecé, ou sur le point de l'être, renvoie à un monde de la finitude la plus complète, un monde dont on a oublié les lois, un univers sans sépulture, dont ces œuvres marquent métonymiquement l'absence tragique. Aujourd'hui, la question que je vais poser se déplace vers l'emploi du mythe dans un contexte de militantisme et de revendication, celui d'éphémène. Je tiens tout de suite à dire que je ne suis pas une spécialiste de mythocritique, pas plus que des mouvements sociaux, que je ne pose aucun jugement d'ordre idéologique sur celui d'éphémène, qui divise bien assez la communauté des féministes. Je ne vais pas en rajouter.
Division qui n'est donc pas mon propos. Le lieu du procès de cette proposition est donc bien instable. J'aimerais simplement tenter de saisir comment la figure de Diane s'articule au geste de ses militantes, de quelle manière la fiction mythologique y est réactivée, quelles sont les déviations qui ont été ou pas imposées au mythe, y a-t-il d'autres niveaux référentiels mis en place? Enfin, la figure de Diane peut-elle dire quelque chose d'éphémène? Dirige-t-elle l'économie du mouvement? Bien qu'elle soit généralement taxée d'Amazone, bien que tout rapproche les fémènes de cette figure, dont elles ont failli prendre le nom, il s'avère que c'est celle de Diane qui l'a emportée, comme le montre l'illustration sur l'un des t-shirts vendus sur leur site officiel. D'autres effigies imprimées apparaissent certes, telle Marianne. Reconnue en tant que symbole de femme libre, nue et qui lutte, c'est écrit. Il y a aussi une Wonder Woman. Des dessins de fémènes manière bande dessinée. Elles ont des postures vindicatives et ironiques qui redoublent des slogans sans équivoque. Mais une seule figure mythologique, Diane, dessinée de manière assez inattendue, étant donné la position féministe des protagonistes. Alors que la plupart des jeunes femmes font référence par la représentation qui en est faite à un contenu comique, guerrier, voire violent, l'une d'elles fait directement référence au film Massacre à la tronçonneuse, on n'imagine pas ce qui est tronçonné, et le slogan Holy War, s'il est ironique, n'en amenuise que peu le geste. Leur Diane, quant à elle, est proche dans sa représentation du personnage de Natacha, hôtesse de l'air, reconnue davantage pour ses formes dites sexistes que pour son féminisme, pourtant revendiqué dans ses actions aventureuses, détournement d'avions, chasse au trésor, combat contre les nazis, et j'en passe. En cela, cette figure de Diane fémène ne semble pas atteindre du complexe de Diane, qui s'apparente, vous le savez, à un refus de la féminité et de la sexualité. Quant à l'Actéon, qui accompagne cette Diane aux formes idéalisées, il s'apparente à un fan docile, plus proche du Bambi de Disney que du cerf défiguré du mythe. Voilà. Bon, mais avant d'aller plus loin, rappelons rapidement que les 4 protagonistes, Ina Shvejenko, Oksana Tchako, Sacha Djvetchenko et Anna Hutsol, pardon pour mon accent, à l'origine de l'élaboration de cette manière de lutter pour la condition féminine, sont originaires d'Ukraine. Depuis 2009, elles militent en faisant un usage provocateur et politique de leur corps. Elles apparaissent en topless, avec un message peint sur la poitrine et la tête ornée d'une couronne de fleurs. Couronne qui est le symbole des jeunes filles non mariées dans leur pays et qui, pour ces 4 jeunes femmes, je cite, symbolise la liberté et l'indépendance. Notons qu'au départ, elles luttaient spécifiquement contre le commerce sexuel des femmes. Depuis, leur combat s'est élargi et le nombre de fémènes également. Elles sont reconnues dans 8 pays à l'heure actuelle. Ukraine, Belgique, Suisse, France, Allemagne, Espagne, Maroc, Canada. Les 3 mots qui les représentent sur leur site officiel, sextrisme, athéisme et féminisme. Leur objectif est clair. Je cite, « victoire complète sur le patriarcat ». Elles utilisent volontairement les médias afin de saturer la couverture médiatique pour mieux diffuser leurs messages et faire connaître, je cite, leurs activités révolutionnaires qui défendent les droits de la femme. Dès qu'il a fallu qu'elles se trouvent un nom, il y a eu, selon leur dire, de nombreuses discussions autour du terme Amazone. Bien que leur manière de faire les rapproche de cette figure de façon assez évidente, camp d'entraînement, activisme de groupe uniquement constitué de femmes, revendications antipatriarcales, nudité, mode guerrier, etc., c'est finalement le terme fémène, variante latine de fémur, qui veut dire cuisse, qui l'a emporté pour son, je cite, son utilisation graphique efficace et sa sonorité dure. Elles auraient pu retenir les Amazones pour les illustrations,
l'iconographie de celle-ci ne contredisant en rien la signification du terme fémène, mais néanmoins, seule la figure de Diane apparaît comme symbole mythologique, on vient de le voir. Et pourtant, si Diane est rétive à la domination, et tout spécialement à l'autorité des hommes, elle partage avec les fémènes peu de points communs. En effet, Diane chasse, c'est d'ailleurs le seul désir qui la meut, mais elle n'est pas une guerrière. Et si elle protège les guerriers, c'est pour mieux châtier ceux qui se battent en dehors des règles. Gardienne de l'ordre et des limites, elle bannit toute forme de débordement. Ce lien aigu à la frontière s'explique par le rapport qu'elle entretient avec le passage dont elle est la déesse, celle du moment transitoire où les choses sont encore indéterminées. Tenant fermement à son unicité, Diane ne se reconnaît qu'en elle-même. Aussi le caractère communautaire des fémènes, leur nudité qui vaut pour uniforme, les éloigne de la déesse. S'agissant de la nudité, alors que les fémènes en font un emploi public, Diane revendique une intimité exclusive. Seules les jeunes vierges qui lui sont dédiées sont autorisées à la voir nue. Actéon l'a appris à ses dépens. La rareté des liens qui les rapprochent de Diane peut laisser perplexe, mais le visionnement du documentaire de Joseph Paré, Naked War, permet de prendre pleinement conscience du leurre qu'est la nudité affichée des jeunes femmes et qui les rapproche de la déesse, dont la nudité dévoilée reste l'événement néanmoins le plus représenté à son sujet, bien que ses atouts s'avèrent définitivement ailleurs. Nudité dont nous ne savons pourtant rien, étant donné que par son châtiment, Actéon n'a pas pu en témoigner. Dès lors, un des messages que laisse placer le mythe, c'est que derrière le voile de la déesse, il n'y a en effet rien à dire. Absence que symbolise l'aphasie du jeune chasseur métamorphosé en cerf. Néanmoins, l'interdit qu'il a brisé a permis à Diane d'exister aux yeux des hommes. La preuve, c'est qu'on en parle. Et c'est dans ce paradoxe que se loge l'analyse du mythe, qui énonce quelque chose qui échappe au discours. Et c'est au sein de celui-ci que mon analyse va se loger. Car de la nudité des fémènes, quoi qu'elles fassent tant parler d'elles, peu de choses à dire à première vue. C'est un fait que leur corps n'est pas nu. En effet, bien que les jeunes femmes revendiquent cette nudité, force est d'admettre que leur corps s'affiche d'abord en tant que corps bannière, corps écrit. Par ailleurs, durant ces nombre de manifestations, ainsi que le montre le documentaire que j'espère nous pourrons voir, elles avancent quasiment masquées derrière un nuage de fumée. Alors, dans une entrevue, la philosophe Geneviève Fraisse rappelait, je cite, que le recours des femmes à la nudité politique n'est pas chose nouvelle. Les revendications liées à l'appropriation de leur corps ont commencé en Europe dès la fin du très pudique XIXe siècle. Suzanne Valandon fut parmi les premières à s'autoriser à copier des nus et à représenter sa propre nudité. Ce mouvement d'émancipation était évidemment déjà perçu comme subversif. Fin de la citation. Néanmoins, le message politique sur la poitrine est spécifiquement et la spécificité du mouvement des fémènes. Avant elle, cette partie du corps, comme support d'un texte, était l'apanage des prostituées au XIXe siècle, ainsi que l'indiquent les travaux du docteur Leblond sur les tatouages de ces femmes. Le tatouage figure le plus souvent sur le haut du bras, ou au-dessus des mamelles, ou sur toute la poitrine. La différence est donc majeure, puisque dans le cas des fémènes, la poitrine est volontairement découverte. Aucune volonté esthétisante non plus. Leur message sur la peau déjoue totalement le langage du maquillage ou du tatouage qui aurait pour vocation de mettre le corps féminin en valeur. Non, la force publicitaire des fémènes doit beaucoup plus à ce que Baudrillard nomme une gestion optimale du corps sur le marché des signes. En effet, en usant de leur poitrine comme d'un espace d'écriture militant et politique, elles prennent en main le contrôle d'un signifiant pris en charge essentiellement, d'habitude, par les hommes sur la scène publique, c'est-à-dire le corps féminin, dont la représentation est ici, avec elles, mise à mal. Elles offrent par l'image qu'elles affichent une résistance à des attendus
qui produit de l'altérité par rapport aux codes sociaux. La gestion qu'elles font de leur nudité scripturaire confère une tonalité nouvelle qui mérite d'être envisagée. Vers quoi fait signe la nudité militante des Femmes? La projection de leur poitrine graphique dans l'espace médiatique, Facebook, photos, etc. La circulation volontaire qui mêle public et privé, si elles installent un voisinage avec le corps des péripatéticiennes ou de celui des jeunes femmes dans les magazines, établissent une confusion symbolique entre seins nus, symboles sexuels, mais aussi maternels, politiques, violences verbales et symboliques. Cette manière de nudité les singularise, mais le geste trouve essentiellement son originalité par le nouage volontaire de l'intime et du public. Ainsi refuse-t-elle le commerce sexuel des femmes par l'inscription d'une nudité qu'on pourrait dire territorialisée, c'est-à-dire qui leur appartient en propre, dans l'espace médiatique. Leur corps nu manifeste le privé, quant au slogan donné à lire sur la peau et souvent scandé oralement, il exprime le bruyant. Et c'est bien cette fusion paradoxale où érogène et politique ont partie liée qui défraie les chroniques et dont les médias pourtant ne savent que faire. Ce que les Femmes ont bien compris et qu'elles prennent au sérieux, et que la circulation des corps reste dans la majorité des cas un phénomène culturel et capitaliste lié à celle des biens. Pour répondre à ce commerce, elles mettent en circulation dans l'espace public le leur, mais pas n'importe lequel, un corps écrit, un corps bannière, et dont la mobilité contrecarre une économie de la nudité féminine et d'un certain pouvoir sur le corps des femmes. Rien à voir en effet avec le corps des mannequins sur les affiches publicitaires. Mais pourquoi? Les seins nus, souvent convoitise publicitaire, se muent ici en armes. C'est d'ailleurs leur slogan. Nos seins sont nos armes. Oui, mais comment? Outre qu'elles se dévoilent sans le consentement de quiconque, en affichant l'appartenance qu'elles ont de leur corps, ce qui est déjà en soi un acte politique, l'écriture et le message qu'elles véhiculent, mis littéralement en chair, sont soutenus par le corps. Et cette incarnation, de facto, installe un contre-discours. En effet, les règlements, les lois, les discours transforment ces discours. Ici, transforment les corps, pardon. Ici, c'est l'inverse. Le corps écrit des Femmes tente de codifier autrement le discours social. La littératie corporelle cherche à libérer les femmes d'une condition féminine asservissante. La marque écrite s'opposant ici radicalement à la marque de l'esclave. Sur la poitrine des Femmes, deux écritures s'affrontent donc sur le terrain du droit. D'un côté, un corpus symbolique, censé être inscrit en tous. Il n'y a pas de droit qui ne s'écrive sur des corps, rappelle Michel de Certeau, donc censé être inscrit en tous. Et de l'autre côté, une écriture portée par un corps vu par tous, ce qui n'est pas du tout la même chose. Deuxièmement, et ici se loge la force de leur action, elles s'adressent aux regardeurs, et on rejoint ce qu'a dit Myriam tout à l'heure avec la question du miroir. Elles sont donc des sortes de Diane offertes volontairement au regard de multiples actéons. Ici, les chasseurs d'images. À la manière de la déesse, elles obligent ceux qui regardent leur nudité à prendre conscience de ce qu'ils perdent, de ce dont ils sont subitement privés. Un certain pouvoir sur le corps qui est donné à voir. Erreur de croyance qu'Actéon a commise. Car voir n'est pas prendre, ce qu'il apprend lui à ses dépens, et que les Femmes ne cessent de rappeler. À l'instar de Diane, elle représente, je cite, l'image d'une féminité non conventionnelle, non plus objet de désir, mais qui inquiète ou qui importune, comme le note Jean-Pierre Vernant au sujet de la déesse.
Le mythe de Diane met en garde de croire, comme Actéon, que le réel peut et doit se plier au fantasme et à un idéal. La poitrine scripturaire d'Éphémène barre le regard de l'autre, lui rappelant que dans le fond, il ne peut aspirer à faire de l'autre du même, c'est-à-dire donner corps à son fantasme. Le geste d'Éphémène, au-delà du message militant, renvoie l'autre à ce qui, lui, l'agite. Dit autrement, la nudité scripturaire d'Éphémène regarde les regardeurs autant qu'ils la regardent. Ce jeu de miroir est possible car les seins barrés par l'écriture n'expriment aucune séduction. Ils ne sont le signe d'aucune possession, mais une révolte. Et l'inventivité du geste se situe dans l'expression publique de l'érogène, et non pas de l'érotique, car il n'y a aucun sous-entendu, ce qui est le propre du discours et de l'image érotique. Expression publique de l'érogène, donc, par l'écriture, qui, elle, accentue leur nudité tout en la brouillant. Il y a dans leurs gestes ce que Geneviève Fraisse nomme un dérèglement des représentations. C'est parce que l'érogène prend sa place, mais dans une répartition nouvelle, qu'il frappe politiquement fort. Dans leur combat contre le commerce sexuel, elles jouent la carte du sexuel, mais par le biais de l'écriture qui sert la mascarade en faisant office de masque, en faisant office de voile. C'est que le slogan qui est l'opposé d'une parole individuelle, mais revendiquée sur des corps singuliers, prend en charge le politique. La nudité pose dans le monde philosophique la question de la vérité, ce qu'a bien saisi, encore une fois, Geneviève Fraisse. Je la cite, « Dans la tradition, c'est l'homme qui manie ce rapport nudité, dévoilement, vérité. » C'est parce qu'ils n'ont pas lu le mythe d'Actéon, justement, et de Diane. C'est l'homme qui dévoile, c'est l'homme qui cherche la vérité. Il arrive que dévoiler la vérité soit dénuder une femme. Le mythe nous le rappelle. Les femmes peuvent être présentes, complices, mais en aucun cas responsables de cette recherche philosophique. La pensée occidentale concrétise une idée possible, la vérité, en une réalité tangible, un corps de femme. Fin de la citation. Le tableau d'Édouard de Bas-Ponzan, intitulé, alors ça c'est un titre au XIXe siècle, « La vérité dressant son miroir s'efforce de sortir du puits où la maintiennent l'hypocrisie de Basile et la rude poigne de la force brutale », qui allégorise La vérité en marche d'Émile Zola, recueil de textes qu'il a écrit sur l'affaire Dreyfus, illustre parfaitement cette incarnation. L'allégorie dévoile ici une vérité particulière, celle de l'hypocrisie de l'Église et de l'armée face à l'innocence de Dreyfus. Le miroir, c'est la lumière contre l'obscurantisme et la position de la jeune femme renvoie à la liberté guidant le peuple de Delacroix, auquel d'ailleurs fait écho le geste de ralliement d'Éphémène. S'agissant d'elle, la médiation est inversée, on l'a dit. Elles deviennent le support du message. Aussi, la vérité dévoilée que découvre chaque fémène est double, puisque se superposent nudité et écriture, qui sont deux gestes en soi et deux vérités à dire. Plus encore, Fraisse souligne que jusqu'au fémène, dans la tradition occidentale, la vérité, idée pure, forme idéale, faisait corps avec le nu féminin. Mais ici, c'est le mouvement qui se remarque et non plus le corps. Là aussi, Diane fait retour, elle qui sait que l'idéal de la déesse, de la femme comme idéal, il n'y a rien à dire. En effet, Actéon rêvait de voir la déesse nue, d'en découvrir la vérité, mais la vérité n'est pas une. Le démembrement dont il sera victime est l'écho incarné de ce constat. De la nudité de Diane, pas un mot. Ainsi, le mythe soutient que la vérité, c'est-à-dire sans médiation, sans voile, sans écriture, pourrait-on ajouter, et donc sans un support subjectif et singulier qui serait offert à la connaissance immédiate, est un véritable leurre. Croire à une image idéale de la femme en est une autre. Reste la question des limites à partir de laquelle s'articule le mythe de Diane, qui laisse planer que leur franchissement occasionne des catastrophes. Or, les fémènes ne cessent d'outrepasser les limites, et les violences qu'elles génèrent et dont elles deviennent les victimes les rapprochent davantage d'Actéon que de la déesse. À chaque fois, elles finissent prisonnières, proie des forces de l'ordre,
et de la démesure, comme le souligne Joseph Parry à la fin de son documentaire en épilogue. I will not change my mind. You will not have another me. I am like that. It's my work. And if it's my work, if I will need to die or to do something else, I will do that. Joseph, I can understand you. I can understand that it can sound crazy, but I cannot do nothing to change it. I'm sorry. Mais ce que je sais, elles ont fait quelque chose qui tient dans un monde qui tremble. On s'imagine mal, nous-mêmes, nous déshabiller nous aussi, nous exposer aux caméras et aux coups. On n'imagine pas qu'une telle démesure soit possible. Et c'est déjà ça qui la rend absolument nécessaire. À suivre ces dernières images, il semble que d'une certaine manière, le mythe se retourne contre elle, et pourtant, c'était justement ce déchaînement qui rappelle celui des chiens d'Actéon sur leur maître qu'il fallait éclairer. Pleins de leur bon droit, on l'a vu, les policiers et autres quidams sont peut-être les pantins d'une mise en scène formidablement orchestrée. En effet, comment ne pas trouver ridicule le rapport de force? Voient-ils vraiment les jeunes femmes qu'ils ont face à eux? Si c'était le cas, ils déposeraient les armes. Ainsi dérive ou se remédiatise le mythe. Les Dianes fémènes, métamorphosées en Actéon, révèlent que ces hommes se différencient bien peu de la horde de chiens du jeune chasseur dévoré. Aussi, le coup de force médiatique se situe dans la mutation des policiers chasseurs en bêtes qui brandissent la loi comme le chien son collier, espérant qu'elle dévoilera aux yeux de celles et ceux qui les regardent la violence qui les secoue et dont ils semblent tributaires et assurément bien peu maîtres. Je vous remercie.